Je suis Arnaud Stinage, le directeur de cette école, et je vous présente Julie Lémé, qui est en charge partenariat, des relations extérieures, développement culturel, et Claire Migren, qui est en charge des études. On ne va pas vous faire un long discours, parce que je crois que le mieux, c'est de prendre le temps de parcourir l'école, de rencontrer les étudiants, les étudiantes, les enseignants et les techniciens et techniciennes qui sont là et qui sont à même de vous apporter beaucoup de réponses. Je vous invite vraiment à prendre le temps de la visite, des échanges, de découvrir les équipements de cet établissement. Je crois que c'est le meilleur argument, en fait. Si vous voulez, moi, je dirige cette école depuis 2017 et c'est une énorme chance parce que c'est un établissement assez formidable, des étudiants formidables, des équipes pédagogiques extrêmement investies et des moyens techniques, des équipements qui permettent de faire à peu près tout, très simplement. Donc, le tout pendant un cursus dans une école d'art, pendant 5 années, c'est quelque chose qui est extrêmement singulier, c'est que il s'agit d'arriver pendant 5 ans à amener les étudiants de cette école à acquérir un maximum de maturité, un maximum d'autonomie et de s'adapter, d'adapter la pédagogie à chacun, à chacune, au travail vraiment de chaque étudiant. C'est-à-dire que après, vous entrez dans cette école, vous sortez d'un bac ou bien vous sortez d'une classe préparatoire. Dans un premier temps, essayez de faire pour que vous puissiez tout découvrir. Et ensuite, l'école va s'adapter à chaque profil. C'est-à-dire que vous pouvez, après 5 ans, sortir avec un travail pluridisciplinaire, ou bien un travail de peinture très précis, ou un travail en cinéma audiovisuel très précis. Et il s'agit toujours d'essayer de valoriser, de s'appuyer sur les qualités de chacun et chacune. Alors, une école d'art, c'est un espace à la fois de grande liberté et de grande exigence, parce que c'est un des seuls endroits, finalement, où on apprend quelque chose qui est difficile, qui est la création. On apprend à créer dans une école d'art. Et ce travail de création, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel, et ça repose avant tout sur l'investissement personnel. Je disais tout à l'heure que l'équipe pédagogique était assez formidable, mais elle ne peut pas faire de miracle. Elle peut peut-être simplement accompagner et vous amener à trouver, à maximiser vos qualités. Mais c'est vraiment la capacité de chacun, chacune à s'emparer de sa formation qui est le cœur de la réussite de ces études, peut-être beaucoup plus que dans beaucoup d'autres cursus de l'enseignement supérieur. Alors, je vais laisser Claire et Julie vous présenter plus en détail comment fonctionne une école d'art. Peut-être juste vous dire que toute la pédagogie repose sur 3 piliers qui vraiment sont déployés au fil des cursus, qui sont une approche théorique, une bonne connaissance de l'histoire de l'art, de l'esthétique, des sciences humaines, une approche technique, c'est-à-dire être capable d'avoir une maîtrise technique, quel que soit le champ que vous explorez. Et là aussi, cette école a quand même un certain nombre d'atouts par rapport aux ateliers techniques qu'elle peut déployer. Et puis, une pédagogie qui est basée sur la rencontre avec des artistes. L'équipe enseignante, elle est constituée d'artistes qui ont une actualité artistique, qui ont une carrière et qui enseignent dans une école d'art. Et vraiment, cet apprentissage de la création, c'est un apprentissage par les pairs, en fait, d'artistes qui transmettent des étudiants qui sont des artistes en devenir. Et donc, c'est l'alchimie entre, finalement, ces trois grandes polarités qui permettent de construire des parcours extrêmement divers. Je vous laisse peut-être entrer plus en détail, expliquer comment concrètement fonctionne cette école.
ce qu'on peut faire à la sortie d'une école d'art, parce que je sais que c'est toujours un sujet, les débouchés après des études artistiques, évidemment, et puis surtout comment on y rentre, parce que je crois que c'est la première préoccupation. Merci. Merci Arnaud. On va être une petite heure ensemble. Ce que je vous propose, c'est que pendant à peu près la moitié de ce temps, on vous présente l'école, son ancrage dans le réseau national des écoles d'art, l'environnement aussi de la ville de Caen et sa place au sein du tissu estudiantin canet et plus large. Et puis on va revenir ensuite plus précisément sur cette première année en école d'art, la façon ensuite dont elle va vous amener en tant que possibles futurs étudiants et étudiantes de l'école à intégrer un premier cycle en art ou en design graphique. On fera un très léger aperçu sur les masters et le doctorat que propose aussi l'école pour que vous compreniez comment toute cette formation s'inscrit dans un possible cursus d'études longues qui peut aller donc jusqu'au bac plus 8. Et puis, effectivement, on reviendra sur les modalités du concours d'entrée, puisque j'imagine que vous êtes en plein dans les inscriptions sur Parcoursup et ce type d'interrogation. Et puis, on laissera la deuxième partie de ces échanges à un temps de questions-réponses pour répondre le plus précisément possible aux questions que vous pourriez encore avoir ce matin. Je laisse la parole à Julie pour cette première partie de la présentation. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir à l'ESA. On s'est peut-être croisés au salon de l'étudiant sur diverses visios. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire une petite introduction et surtout que vous puissiez par la suite aller à la rencontre des enseignants, des étudiants et étudiantes qui sont présents, des responsables d'ateliers pour en savoir plus. Donc, pour faire une petite introduction générale, si vous ne connaissez pas du tout les écoles supérieures d'art et de design, sachez que c'est ce que nous appelions auparavant les écoles des beaux-arts, et donc à présent école supérieure d'art et de design pour signifier supérieur qu'on se situe bien dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc les diplômes qui sont délivrés ici au niveau du bac plus 3 sont des licences reconnues par l'État. Au niveau bac plus 5 sont des masters également reconnus, et nous avons y compris ici un doctorat, donc un bac plus 8, mais là c'est sans doute un petit peu lointain pour vous. Ces écoles sont placées sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture, et si voilà, un site qui peut vous intéresser, c'est le site de l'ANDEA, qui est l'Association nationale des écoles d'art, qui vous permet, voilà, sur une carte, de visualiser toutes les écoles qui, comme nous, sont des écoles supérieures d'art et de design, donc qui délivrent les mêmes diplômes, donc la licence d'AMA, diplôme national d'art, et au niveau master, DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique, le tout dans trois grandes options différentes: art, communication et design. Et ensuite, vous allez le voir, chacune de ces écoles va développer, va avoir une ou plusieurs options, va développer des mentions particulières, le tout, bien sûr, souvent en lien, on va le voir, c'est le cas à Caen, avec son environnement socio-professionnel, en lien avec son histoire, et puis chacune de ces écoles va avoir des tailles différentes, des équipes différentes, des philosophies un petit peu différentes, d'où l'importance, comme vous le faites aujourd'hui, de vous rendre dans une porte ouverte pour voir sur place comment les choses se déroulent. Et ces formations, voilà, elles vont comme on disait Arnaud tout à l'heure, sont pour vocation de former des artistes, plasticiens, plasticiennes, des designers, donc des créateurs et des créatrices, et le tout en essayant au fur et à mesure des années de vous amener à générer votre propre travail personnel, le tout avec une pédagogie qui est très, très individualisée. Alors là, bien sûr, ça va sembler extrêmement caricatural, mais voilà, c'est en cela que ces formations que nous proposons en école d'art peuvent se distinguer de formations qui sont proposées à l'université. Donc, ce sont les portes ouvertes également de l'université de Caen aujourd'hui, qui dans le domaine artistique vont être des formations qui vont être davantage tournées vers la théorie que la pratique. Là, ici, c'est vraiment 80% de pratique. Vous pratiquez les arts plastiques. Dans les formations histoire de l'art à l'université, c'est histoire de l'art, c'est surtout théorique, et art plastique, vous allez pratiquer, mais avec des moyens qui ne vont pas forcément être les mêmes qu'ici. Et ce sont des formations qui se distinguent de l'autre côté également des formations en DNMAD. Je sais qu'il y a toujours des questions sur ces formations en art appliqué, où là, vous allez avoir un cahier des charges qui est plus fléché, plus précis qu'en école d'art. On va vraiment mettre le focus
focus sur votre démarche personnelle. Voilà, et puis bien sûr, si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à nous interrompre. Pour revenir plus précisément sur notre école, donc les AME Caen-Cherbourg, École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg, le résultat de la fusion de l'École des Beaux-Arts de Caen et de l'École des Beaux-Arts de Cherbourg. Donc c'est aujourd'hui un établissement d'enseignement supérieur public unique, mais sur 2 sites géographiques. Ce site, à Caen, à peu près 300 étudiants et étudiantes, encadrés par 35 professeurs, une quinzaine de responsables d'ateliers, une équipe pédagogique, une équipe administrative et technique également au service de ces étudiants et étudiantes. Et à Caen, on a tous les cursus licence et master. Les licences et les masters en ce qui nous concerne, Claire pourra détailler tout à l'heure, en art et en design graphique, design édition et design et transition au niveau master avec une nouvelle formation qui est en train de se développer. Donc voilà, vraiment, le site de Caen est dédié à l'enseignement supérieur, aux licences et aux masters. En revanche, sur notre site de Cherbourg, donc c'est la porte ouverte également aujourd'hui, à environ 1h30 de route porte à porte, nous proposons uniquement une classe préparatoire, dont on vous parlera rapidement tout à l'heure également. Donc une classe préparatoire dont l'objet, en une année, c'est de proposer à une trentaine d'élèves de préparer les concours d'entrée des écoles supérieures d'art et de design, de peaufiner leur orientation. Si vous le souhaitez, dans le grand hall d'entrée, il y a un stand dédié à cette classe préparatoire avec Michael Kemener qui enseigne et 2 élèves de Cherbourg qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Donc voilà, rapidement pour notre école. Et voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait de la route, qui ne sont pas forcément canaises. Sachez que Caen, c'est une ville extrêmement étudiante. C'est 36 000 étudiants à Caen sur une agglomération de 214 000 habitants. Voilà, on ne sait pas forcément, mais en tout cas, je pense que quand on choisit une école, c'est important de choisir également une ville. On a la chance d'avoir cette identité très forte étudiante à Caen, avec une université qui est une des plus anciennes universités de France, et avec, on peut s'en vanter, dans le classement du magazine L'étudiant qui est paru en juillet, nous sommes classés 3e meilleure ville étudiante de France. On était 4e l'année dernière. Donc ça prend en compte des variables telles que la variété de l'offre de formation, la réussite dans ces différents cursus, la qualité de la vie étudiante, puisque voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les étudiants ici. On a le premier carnaval étudiant d'Europe, 35 000 étudiants. Ce sera 3 avril, 6 avril cette année. Donc c'est un grand moment joyeux et on en a fort besoin. Et puis, et ça peut aussi force. Le cadre de vie, on a 10 km de la mer, vous pouvez y aller à vélo, vous pouvez faire du sport, il y a une offre culturelle énorme, et ça nous intéresse fortement en école d'art, parce qu'il faut vous nourrir. Donc voilà, pour une ville de cette taille, on a une offre culturelle extrêmement importante, avec des études tout à fait intéressantes, voire graphiques pour les étudiants. Et nous, dans le cadre des études, on développe de nouveaux partenariats. Et puis là, vous pourrez vous renseigner à ce sujet également dans un autre stand dans l'atrium sur les questions de logement étudiant, de bourse étudiante, etc. À Caen, comme un petit peu partout, c'est pas toujours facile de se loger comme quand on est étudiant, mais ça reste quand même plus facile que dans de nombreuses grandes villes qui accueillent autant d'étudiants que nous. Donc voilà, pour la partie promo, je pense que c'est extrêmement important. Et donc après cette un peu longue introduction, je vais pouvoir passer la parole à Claire qui va entrer plus en détail dans la partie offre de formation. Merci Julie pour ce petit spot très engageant. Moi j'y crois, c'est super. On dit très bien. On n'est pas là pour rien. C'est ça. Donc ce matin, on va se concentrer sur le cycle 1. Donc, alors surtout, on a un jargon un peu particulier en école d'art. Si j'oublie de préciser de quoi je parle, n'hésitez pas à m'alerter et je reprécise de quoi il s'agit. Donc le cycle 1, c'est les 3 premières années, c'est la licence, donc DNA 1, DNA 2, DNA 3. On va revenir sur la maquette tout à l'heure pour que vous compreniez bien comment se différencient ces 3 premières années. Je vous invite juste, donc je vous rappelle les 3 masters dont vous parlait Julie, qui
qui sont proposés à l'école, un master art avec une option art qui est extrêmement généraliste, transdisciplinaire, transversale, et puis le master design édition sur des questions pas uniquement d'imprimer d'illustration, mais des questions de l'édition au sens très large, du multiple. On peut aborder des questions sur du podcast, du son, voilà, une acception très très large de cette notion d'édition. Et puis on vous en dira peut-être un petit mot tout à l'heure si on a le temps, si des personnes sont intéressées par cette perspective, la mise en place de l'alternance à partir de la rentrée prochaine pour notre master qui s'appelait Design et Transition, sur là aussi une acception large de la notion de transition dans la mise en place d'une réflexion guidée par le champ de la création sur les transitions de l'architecture, de l'urbanisme, des espaces, des usages des espaces communs, etc., qui est renommé à partir de la rentrée prochaine Design, création et projet de territoire, anticiper les espaces des usages communs. Ces masters-là, on les intègre par une commission d'admission qui a lieu à la fin du mois de mai. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre là-haut sur le stand des études, on vous précisera tout ça. Ce matin, on va se concentrer donc sur ce premier cycle qui donne lieu donc à un diplôme homologué, j'insiste, à l'ESAM en 3 années, DNA 1, DNA 2, DNA 3. Le DNA 1, comme vous voyez, donc ça c'est ce qu'on appelle la maquette pédagogique, c'est le livret, enfin ça c'est le livret des études que vous trouvez sur le site internet, à n'importe quel endroit sur le site. Tout en bas, vous avez un bandeau qui défile en permanence, c'est le livret des études. Vous pouvez rentrer dedans et vous voyez cette architecture-là, ce squelette qui reprend bien la progression des études à l'ESAM, dans lequel on va rentrer ce matin au fur et à mesure pour que vous puissiez cerner l'évolution et la progression de ces 3 années, qui est effectivement un fonctionnement assez particulier aux écoles d'art. On a coutume de dire qu'en école d'art, on forme à la création, par la création, et c'est exactement ce qu'on va voir là défiler sous nos yeux avec cette maquette. Avant qu'on rentre dans ce détail un petit peu technique, je reviens pour que vous ayez bien en tête, parce que c'est ce qu'on va voir se dérouler à chaque fois, ces 3 approches sur lesquelles on s'appuie en école d'art, à la fois l'approche intellectuelle, l'approche technique et puis l'approche de création. Vous allez voir que c'est ce qui guide tout le cursus. Les écoles d'art sont des endroits où on forme donc au métier de la création. On ne forme pas nécessairement à être artiste, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une licence ou d'un master en école d'art, la majorité des étudiantes n'ont pas nécessairement ensuite comme engagement dans la vie professionnelle celle d'être un ou une artiste. On forme vraiment au sens très large au métier de la création, qui permet à la fois de saisir et de donner une compréhension du monde contemporain et de ses enjeux, et c'est pour ça qu'on a aussi toute cette diversité des enseignements, à la fois les cours d'histoire de l'art, de philosophie, d'histoire des médias, en complément de tous les enseignements plus techniques. Alors néanmoins, on est aussi très heureux de former des artistes. Et j'ai oublié de le préciser dans mon introduction, qui était une introduction un peu où on se vante, que cette école ici est un établissement d'enseignement supérieur, mais également un équipement culturel. Vous voyez, on a un bel auditorium, nous avons une belle galerie d'exposition juste derrière vous, où on a une programmation culturelle. Et notamment cette année, nous aurons le plaisir, à partir du 21 mars, d'accueillir dans notre grande galerie, dans le cadre du millénaire de Caen, Julien Creuset, qui représentait la France à la Biennale de Venise cette année et qui a été diplômé de notre école en 2011. Donc Julien, qui entre autres, parmi d'autres diplômés de l'école, fait une belle carrière d'artiste. Donc je vous invite très chaleureusement à venir voir son expo si vous avez l'occasion. Cet auditorium aussi a pour vocation d'accueillir des conférences qui sont ouvertes au public tout au long de l'année. On a une formidable bibliothèque juste au-dessus aussi que je vous invite à aller visiter plus tard. Donc cette première année de DN1, elle est généraliste, c'est-à-dire on peut peut-être commencer à rentrer dans la maquette. Merci Julie. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait vous avez le détail de la maquette à gauche. Et en fait vous retrouvez ces 3 grands blocs dont je vous parlais. Un premier bloc, vous avez l'indication sur la tranche, qui est plus le bloc qu'on appelle Histoire et théorie des arts. Vous avez ce 3e bloc qui est vraiment sur les pratiques d'ateliers techniques, et on les remettra dans le bon ordre, au milieu, tout ce qui concerne plus le travail personnel de l'étudiant-étudiante. Donc soyez attentifs sur la progression du DNA à la DNA 3. Vous allez voir comment de plus en plus on se détache un petit peu d'un enseignement extrêmement guidé, pris en charge par les enseignants et les enseignantes, pour de plus en plus s'appuyer sur le projet, l'initiative propre de l'étudiant et de l'étudiante, qui évidemment continue de s'inscrire dans un échange permanent avec l'équipe pédagogique, et un projet qui est de plus en plus individualisé pour être à la fois au plus près des pratiques et des parcours des étudiants et des étudiantes. Notamment, vous allez voir que de plus en plus se mettent en place au fur et à mesure de ce premier cycle des entretiens individualisés avec les enseignants et enseignantes qui visent
à vraiment mener des réflexions, étoffer le travail de l'étudiant étudiante à partir de son projet individuel. Sur la DNA 2 et la DNA 3, on vous a précisé qu'on avait deux options ici à l'ESAM, l'option art et l'option design graphique. Ce qu'il faut malgré tout garder en tête, c'est que ce sont les mêmes compétences de base qui sont transmises pendant ce cursus-ci, avec des finalités, des modalités de mise en œuvre qui sont un petit peu différentes, où on va plus, dans l'option art, être au service du projet individuel de l'étudiant étudiante. Alors là, vraiment, je schématise, mais que vous commenciez à avoir un petit peu en tête cette différence entre l'option art et l'option DG, design graphique. Et en DG, on va être plus sur aussi un emploi du temps plus fixe, avec des travaux plus collectifs, pour déjà se mettre dans la démarche qui va être ensuite celle plus des designers graphiques de réponse à des commandes. De façon aussi générale, pour rester sur la pédagogie en école d'art, on peut préciser que la pédagogie se fait de plus en plus par projet, donc en fonction de projets spécifiques qui sont développés soit au fil de l'année, soit au cours de workshops, d'ateliers, etc. C'est une pédagogie extrêmement différenciée, c'est-à-dire qu'elle va, comme je vous le disais, se préciser en fonction des besoins et des envies de chacun et chacune. Une pédagogie pluridisciplinaire, et puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, on parle de pédagogie par les pairs, PAIRS en école d'art, c'est-à-dire que l'équipe pédagogique, comme le rappelait le directeur tout à l'heure, est composée de professionnels de la création qui ont aussi une pratique artistique au sens très large personnel, que ce soit des artistes plasticiens, plasticiennes, pour tous les enseignements de médium et de technique, et aussi de critiques d'art, d'auteurs et d'autrices, de commissaires d'exposition. Donc ils ont un temps d'enseignement et de transmission à l'école, et également un temps de développement de leur pratique personnelle qui vient évidemment nourrir leur rapport à la pédagogie en école d'art. Cette première année qu'on commençait à regarder, elle a donc cette base de culture artistique, aussi bien pratique que théorique, et elle vise vraiment à transmettre une méthodologie du travail plastique. Donc, le premier semestre, ou alors peut-être qu'il faut que je vous précise ça aussi, les cursus en école d'art sont semestrialisés. Donc vous avez un premier semestre qui va à peu près du mois de septembre jusqu'à décembre-janvier, et un second semestre qui va à peu près de janvier jusqu'à mai-juin. On n'a pas d'emploi du temps à l'ESAM fixe, comme vous pouviez l'avoir au lycée, c'est-à-dire on n'a pas de cours qui est toujours le même jour, au même horaire, etc. On n'a pas non plus le fonctionnement ici de semaine A, semaine B, avec quelque chose de régulier qui reviendrait, justement, puisque comme je viens de vous le dire, les enseignants-enseignantes ont aussi une activité artistique en dehors de l'école, et on essaye toujours d'articuler un planning qui leur permette de continuer à porter leur projet personnel. Donc on ne peut pas vraiment savoir d'une année sur l'autre à quel moment vous aurez tel type de cours, tel horaire, etc. Je peux quand même vous dire globalement que les cours ont lieu de 9h à 18h, 5 jours par semaine. L'école est très largement ouverte puisque vous avez accès aux espaces de 8h30 à 22h en semaine et 20h le vendredi. Puisque je vous glisse dès maintenant, dès la première année, vous avez un atelier en tant que promo dans lequel vous avez un espace de travail. Et donc dès la première année, vous pouvez aller voir là au niveau du deuxième étage des ateliers des DNA 1, qui ont donc deux espaces distincts, et qui vous sont donc accessibles en dehors, enfin pendant vos horaires de cours, mais pendant ce temps-là vous êtes en cours, et puis en dehors de vos horaires de cours pour travailler et développer votre travail personnel. Pareil pour les ateliers techniques, je fais un petit aparté maintenant sur les ateliers techniques. On a à peu près 14 ateliers techniques, si je ne dis pas de bêtises. On peut rassembler selon trois grands pôles, un pôle volume, un pôle estampe et un pôle son vidéo numérique. Alors vous allez avoir l'atelier fer, l'atelier métal, l'atelier bois, l'atelier vidéo, l'atelier son, la céramique, en estampe on a la lithographie, la gravure, l'imprimerie, la PAO, et peut-être je peux aussi vous parler du studio modulaire puisque l'école supérieure Arts et Médias a aussi la possibilité d'un apprentissage vraiment très particulier sur les cultures numériques. Donc le studio modulaire et tous les ateliers se trouvent au niveau 0 qui est derrière cette porte auquel vous pourrez accéder tout à l'heure, qui sont tous ouverts aujourd'hui, et avec, il faut le noter, donc cette amplitude horaire
sur laquelle l'atelier est aussi coordonné grâce à la présence d'un responsable technique, donc une personne qui maîtrise absolument et parfaitement les compétences techniques de sa discipline et du médium qui l'accompagne. Et c'est vraiment très très précieux pour nous de savoir que les étudiants et étudiantes ont donc cet accompagnement de l'équipe pédagogique, à la fois des enseignants et des enseignantes, et des responsables d'ateliers techniques en atelier. Vous verrez, ce sont des ateliers qui sont extrêmement bien équipés, également avec une grande diversité d'outils qui permettent d'expérimenter dans absolument un panel très très large de médiums et de techniques. Donc cette offre pédagogique qui transmet en fait une approche vraiment globale de l'art et du design sur le premier semestre de la première année. Voilà, donc alors on a une promo cette année de 58 élèves, c'est à peu près la jauge d'une année à l'autre, on a entre 55 et 60 élèves sur la première année qui ont les cours d'HTA, donc plutôt en début de semaine en tronc commun, qui est la partie que vous voyez là-haut. Le bloc de travail personnel, vous voyez, qui est vraiment très timide au tout début de la première année, évidemment, hein, on commence un peu à se mettre à l'exercice de l'accrochage, du carnet de bord, apprendre à déjà avoir une pensée sur, en même temps qu'on travaille et qu'on produit une recherche plastique, comment on l'enregistre, on l'archive, on va ensuite pouvoir la restituer, notamment dans le cadre de l'exercice de l'accrochage, qui est une mise en espace et une mise en partage aussi discursive, donc de la parole qu'on peut poser sur cette production, et puis le carnet de bord. Et ce troisième bloc technique, les élèves sont répartis en 4 sous-groupes, et vous voyez, vous avez le détail des groupes en dessous, les mêmes fondamentaux sur ce premier semestre qui sont enseignés. L'enseignant et l'enseignante peut changer d'un groupe à l'autre, donc évidemment ça engendre une approche qui peut être différente en fonction des sensibilités, des centres d'intérêt et de recherche des uns des unes et des autres, mais les compétences restent les mêmes. Vous avez cet enseignement en dessin, en vidéo-installation au premier semestre, et on va rester sur le premier semestre, en écriture, en volume, en couleur, typo et mise en page. Et puis, je reviendrai sur les workshops tout à l'heure. Et puis ensuite, en second semestre, vous pouvez choisir déjà de teinter un petit peu votre parcours. Donc on a 2 groupes qui ont une teinte un petit peu plus sur des enseignements qui vous emmèneraient plus vers une formation en master en art, un groupe plus sur le rapport aux cultures numériques, et un groupe plus sur le design graphique. J'insiste sur le fait que le choix de cette teinte du semestre 2 en DNA 1 ne détermine pas ensuite l'option que vous allez choisir en deuxième année. Vous êtes tout à fait libre d'avoir pris la teinte des design graphiques en deuxième semestre de DNA 1 et de choisir d'intégrer le DNA 2 en art. Donc c'est vraiment pour vous aider un petit peu à expérimenter l'option dans laquelle vous seriez plutôt senti d'aller et confirmer que c'est la direction que vous avez envie de prendre, ou au contraire vous dire ah bah non, finalement j'étais mieux dans l'autre option. Et puis ça permet aussi d'avoir accès à une vision très large de ces ateliers, des enseignants et des enseignantes, et puis de vous construire de façon aussi individualisée le parcours que vous avez envie ensuite de suivre à l'école. Comme vous le disait Julie, on a rejoint le système LMD il y a un certain nombre d'années, et donc l'attribution de crédits ECTS. Donc vous voyez là que chaque unité d'enseignement, donc par bloc, délivre un certain nombre de crédits ECTS. C'est très important, je signalais tout à l'heure l'homologation des diplômes, contrairement par exemple au bachelor et au master dans le privé, puisque cette formation homologuée permet également l'accès aux bourses pour la mobilité internationale. Les crédits ECTS, je vous rappelle, permettent la transversalité au niveau des études, donc la mobilité internationale avec la reconnaissance des crédits ECTS. Donc vous avez France Jacquel Blanc qui s'occupe des relations internationales, qui est là-haut aussi sur un stand, n'hésitez pas à l'interroger à ce sujet. Je vous glisse qu'à l'ESAM, depuis quelques années maintenant, le semestre d'études à l'étranger est obligatoire en deuxième semestre de Master 1. Donc un formidable travail réalisé par France de partenariat avec plus d'une 40aine d'écoles à travers le monde qui permettent d'assurer ce semestre d'études à l'étranger et de bénéficier d'une approche qui peut être radicalement différente de ce qu'est l'art et la création dans un environnement international, et puis voilà, de se faire un nouveau réseau, de rencontrer d'autres types de pratiques, évidemment d'opérer un semestre dans une autre école avec un fonctionnement qui peut être différent. Donc cette mobilité a lieu obligatoirement au deuxième semestre de Master 1. Et puis, donc les crédits de CTS, ça permet aussi la mobilité inter-formation, puisque comme je vous le disais, ça permet la validation
d'acquis précis avec ce développement de grandes capacités d'adaptation après l'école par le prisme de la création que vous pouvez revaloriser dans d'autres types de cursus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. On peut peut-être jeter un œil au deuxième semestre, je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez, je vous disais groupe 1, groupe 2, on reste plus sur un focus art transdisciplinaire et interdisciplinaire et transversal. Le groupe 2, il était plus sur le rapport, le groupe 3, pardon, plus sur le rapport aux cultures numériques au deuxième semestre, et le groupe 4, on allait vers la question du design graphique. Les workshops interannés, je peux revenir dessus maintenant parce que vous allez les voir absolument partout dans l'école aujourd'hui. Ce sont des moments, alors je pense qu'il faut le dire, extrêmement joyeux, mais comme tout moment dans ces parcours-là, mais particulièrement puisqu'ils ont lieu 2 fois une semaine au début de chaque semestre, donc à la rentrée de septembre et à la rentrée du deuxième semestre de janvier. Et ce sont des workshops qui sont proposés à l'initiative des enseignants et des enseignantes pour l'ensemble des cycles 1, toutes options confondues. Donc vous avez les près de 170 élèves de premier cycle, donc DNA 1, DNA 2 art, DNA 2 DG, DNA 3 art, DNA 3 DG, qui peuvent s'inscrire à un de ces workshops. On a à peu près 12 à 15 workshops sur ces semaines-ci, qui durent donc 5 jours, et qui permettent donc de développer un projet tout au long de cette semaine, avec donc premier semestre des enseignants enseignantes de l'école, et deuxième semestre initié par les enseignants enseignantes, avec possibilité d'avoir un ou une invité extérieure pour nourrir aussi les approches et les propositions au sein de l'école. Et ces workshops, on en a eu 13 ce deuxième semestre, extrêmement variés, qui pouvaient toucher aussi bien à des questions et à des appréhensions techniques du cinéma, du design graphique, du son, de la sculpture, de l'interaction et des propositions d'action dans l'espace public, qui j'oublie, de la peinture, du volume, de la photo. Voilà, c'est aussi un moment où, dans le cursus, j'insiste à nouveau sur cette notion de parcours différencié et individualisé, les étudiants et les étudiantes ont possibilité, à travers ces différents formats de pédagogie, d'aller soit préciser un endroit qui les intéresse, soit interroger une discipline ou un endroit vers lequel ils se disent « Ah, c'est peut-être pas exactement là que j'ai envie d'aller, mais quand même j'aimerais expérimenter quelque chose ». De toute façon, cette question de l'expérimentation traverse absolument tout le cursus en école d'art, et c'est vraiment cette polyvalence, cette autonomie qu'on essaye aussi de développer au cœur de l'offre pédagogique, et ces workshops sont cette très belle opportunité qui est offerte au chaque début de semestre. Et là vous avez à peu près, je crois, 5 workshops de cette semaine, donc c'était la semaine dernière, enfin là, cette semaine en fait, on sort d'une semaine de 13 workshops. Il y en a 5 ou 6 d'entre eux qui donnent lieu à une restitution que vous allez pouvoir voir à peu près partout dans l'école, en particulier derrière ce lourd rideau, tout à l'heure quand nous aurons fini de parler. Peut-être pour finir sur la première année d'études, puisque nous avons oublié de préciser tout à l'heure, il y a un parti pris à l'ESAM, comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelait précédemment une année propédeutique. En fait, c'est une année qui est commune à tous les étudiants et étudiantes de première année. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « je souhaiterais faire l'option design graphique, je souhaiterais faire l'option art », mais en fait, en première année d'études, on estime que c'est une année où vous êtes là pour emmagasiner un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissiez pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette année d'études est commune à tout le monde, même si à travers ces 4 groupes, à travers ces 4 parcours, on commence à avoir des petites orientations plutôt du côté du numérique, ou plutôt du côté du design graphique, ou plutôt du côté de l'art. Mais voilà, on est sur cette volonté d'arriver et puis de s'ouvrir et ensuite de faire son choix d'option à la fin de cette première année d'études, sachant qu'en proportion, actuellement, nous avons à peu près les 45 étudiantes en deuxième année art, suite à la première année d'études, et une quinzaine en option design graphique. En deuxième année, on a à peu près pareil, je pense. Je n'ai plus les chiffres en tête, on aurait dû vous les sortir, mais on est sur des promos à peu près équivalentes. Mais effectivement, la première année reste généraliste, et c'est très important d'avoir, je pense, pour vous, lycéens, lycéennes, à la sortie de ce parcours-là, la possibilité de regarder un petit peu partout ce qui se fait dans l'école et de préciser ensuite votre choix en deuxième année. On peut peut-être jeter un œil sur ces formations de deuxième et troisième année si vous voulez, pour que vous compreniez cet affinement-là de la pédagogie. De art, oui. Donc vous retrouvez ces 3 blocs
HTA, Histoire et Théorie des Arts, le blog plus méthodologie et technique, voilà, ici, et le troisième blog sur les recherches et expérimentations qui s'affinent de façon de plus en plus personnelle. Donc là, vous voyez qu'apparaît ce blog entretien individuel dont je vous parlais, qui démarre au deuxième semestre avec la possibilité, en fait, là c'est vraiment la prise en compte de l'autonomie du parcours de l'étudiant au sein de l'école, puisque les entretiens se font à l'initiative des étudiants et des étudiantes. En plus de l'ensemble de ces cours qui restent guidés pour l'ensemble de cette deuxième année, et en troisième année, voilà, vous retrouvez le blog d'HTA, alors évidemment avec une progression d'une année à l'autre, les workshops, une pratique aussi d'ateliers, de modules techniques au choix en complément qui vous permettent d'orienter votre formation. Et puis voilà, on voit apparaître le stage, la 70 heures minimum, je peux vous en parler rapidement maintenant. Puisque tout à l'heure, Julie vous rappelait que l'ESAM fait partie de l'ANDEA, aussi de la commune en d'université et de la conférence des grandes écoles. Donc tous ces labels-là ne sont pas seulement pour faire joli, mais ça dit aussi quelque chose de l'exigence de la formation, qui certes délivre des diplômes, mais on a toujours cet intérêt et cette constante d'essayer de projeter les étudiants dans leur insertion professionnelle. Julie vous en parlera tout à l'heure, jusqu'à même les 3 à 5 ans après l'école. Et ces stages de premier cycle, ça s'inscrit dans cette professionnalisation du parcours aussi de l'étudiant-étudiante, puisque entre le deuxième semestre de la deuxième année et donc la fin de la troisième année, un stage de 70 heures, ça représente à peu près 2 semaines, doit être réalisé par l'étudiant-étudiante dans un environnement qui peut être extrêmement varié à partir du moment où l'objet du stage reste corrélé à la pédagogie et à la formation dispensée à l'école, mais ça peut être vraiment des stages dans des contextes extrêmement différents. C'est valable pour les arts comme pour les DG, c'est valable pour tous les étudiants et étudiantes de DNA 3. Donc Julie vous parlait du DNA Diplôme National d'Art qui est donc validé, sanctionné à la fin de la troisième année par un diplôme. L'étudiant-étudiante présente donc son travail à travers un accrochage et un document qui présente son travail auprès d'un jury composé de professionnels des mondes de l'art, donc un enseignant ou une enseignante de l'école, et puis 2 jurys extérieurs, artistes ou opérateurs, opératrices culturelles au sens très large. On peut faire un saut sur la maquette des DG. Donc là, vous voyez que c'était vraiment un parcours très différencié pour les arts et qui reposait sur beaucoup de choix aussi d'ateliers, de modules techniques, etc. En DG, je vous rappelais tout à l'heure la logique un petit peu différente et plus collective de l'enseignement que vous retrouvez dans la maquette avec donc ce bloc théorique qui s'appuie beaucoup sur une méthodologie de projet. Le bloc de pratique plastique qui lui aussi s'articule plus autour d'enseignements guidés par les enseignants et enseignantes, qui donnent lieu donc à des productions techniques, et puis toujours cet espace important pour la pratique personnelle et les bilans de fin de semestre. Et en troisième année, voilà, vous retrouvez la même logique et vous voyez que le nombre d'unités d'enseignement se réduit au profit des projets personnels. Il y a effectivement l'enseignement de l'anglais aussi qui est assuré à l'école, donc pas comme on peut avoir au lycée, on vous enseigne une langue. Là, on vous enseigne une langue, mais dans son usage dans le champ de la création contemporaine. C'est vrai que si vous croisez des étudiants en jaune, parce qu'il y a des t-shirts jaunes pour être reconnus, alors bien sûr, n'hésitez pas à les interroger. Et les étudiants de design graphique vous diront sans doute qu'eux, ils travaillent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup d'heures dans leur emploi du temps, parce qu'en fait, c'est un parcours qui est plus fléché, donc en fait, il va y avoir davantage d'heures dans leur emploi du temps. Ça ne signifie pas du tout que les étudiants de l'autre soir ne travaillent pas, bien au contraire. Et en fait, ils vont peut-être avoir moins de cours fléchés, mais en revanche, une grosse part accordée au travail personnel et à la pratique d'ateliers, donc qui nécessite que dans leur emploi du temps, il n'y ait pas de cours tout le temps. En fait. Donc c'est un petit peu aussi une différence entre les deux options, parce qu'à nouveau, on est dans des pédagogies qui sont légèrement différentes. On ne l'a pas dit tout à l'heure, la première année d'études, elle est une année bien chargée. Hein. Vous avez
bien une trentaine d'heures de cours par semaine, avec bien entendu du travail personnel également entre les cours, les rendus, etc. Donc, voilà. Mais je pense que dans tous les cas, il y a une notion de travail en autonomie qui est importante de toute façon. Oui, puis il peut y avoir ce fantasme parfois, soit chez vous, lycéens, lycéennes, soit dans vos familles, de l'école d'art comme un espace peut-être un peu de travail en dilettante. Nous vous confirmons que ce n'est pas le cas. Les enseignements sont extrêmement exigeants. Et qui dit liberté et autonomie ne dit pas nécessairement justement mise de côté de cette exigence et de ces capacités de travail. Bien au contraire, on est sur des parcours qui vous attendent à ces endroits-là aussi. Et donc on parlait des enseignements à l'école. Julie insistait sur votre travail personnel en dehors de l'école. Et il y a un troisième élément sur lequel il faut absolument, je pense, insister aussi, c'est la fréquentation indispensable de la scène artistique contemporaine. C'est-à-dire que dès maintenant, on vous invite à aller voir alors des expositions, des concerts, des représentations au théâtre, de la musique, de la poésie, lire, enfin voilà, vraiment cette pratique-là quasiment quotidienne et viscérale avec la création contemporaine, c'est votre meilleur atout aussi dans la perspective du concours d'entrée. Est-ce que ce ne serait pas une bonne transition pour se reconcentrer sur le concours d'entrée? Est-ce que vous avez des questions déjà à cette étape-là, pas encore? N'hésitez surtout pas, on est là pour ça, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Voilà. Sachant que sur le livret des études, si vous cliquez comme je viens de le faire sur les petites cases, en fait vous avez, si vous souhaitez aller plus loin, les fiches de cours qui sont disponibles et qui vous expliquent les différentes modalités de chacun de ces cours. Alors, le concours d'entrée, il ne faut pas que je m'emmène dans les dates parce qu'elles sont très précises. Donc je pense que vous êtes en ce moment dans la mise en place de vos vœux sur Parcoursup. Donc vous retrouvez les âmes sur la plateforme Parcoursup. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas une plateforme de sélection Parcoursup. Donc pour intégrer les âmes, il n'y a pas d'admissibilité. On ne regardera ni votre dossier scolaire, ni vos lettres de motivation qui ne seront même pas lues, ni vos notes. C'est vraiment le concours qui vaut épreuve d'entrée à l'école. Alors voilà, c'est pas mal que je m'appuie. Sachant qu'on a eu un petit souci technique avec Parcoursup, donc quand la plateforme s'est ouverte en décembre, vous avez peut-être pas vu. Voilà, c'était juste un petit problème technique parce qu'on met en place le paiement via Parcoursup cette année, mais sinon voilà, tout est revenu dans l'ordre depuis la semaine dernière. Donc si vous tapez ESAM ou si vous tapez DNA dans la barre de recherche Parcoursup, vous allez pouvoir nous y trouver. Et voilà, comme l'indique Claire, il s'agit uniquement d'une formalité administrative. Donc il faut juste que vous pensiez bien à émettre le vœu ESAM d'ici le 13 mars. Et puis ensuite, d'ici le 2 avril, de valider votre inscription au concours d'entrée via le paiement de frais d'inscription au concours, donc, voilà, qui vont se faire directement sur Parcoursup. Donc ça devrait être plus simple que les années précédentes. Donc c'est le droit d'inscription au concours qui s'élève à 50 €, sachant que nous n'effectuons pas de présélection. C'est pour cela que nous ne regardons pas les bulletins scolaires. Ça ne vous nuira jamais d'être bien élève et de travailler au lycée, donc ça n'a pas de problème là-dessus. Et ben, nous ne les regardons pas parce qu'en fait nous n'effectuons pas de présélection. Tous les candidats et les candidates qui payent les 50 € de droit de frais d'inscription passent toutes les épreuves du concours. Et ces droits d'inscription au concours, si vous êtes admis en première année d'études suite au concours, ils seront débités des frais d'inscription annuels à l'école qui s'élèvent, comme vous le voyez ici, à 520 € par an, 360 € pour les boursiers et les boursières, et vous devez payer également une petite cotisation prévoyance santé ainsi que la CVEC. Petite précision sur ces frais d'inscription, mais je pense que c'est important de le dire, un étudiant, une étudiante dans notre école coûte, entre guillemets, même si le terme n'est pas approprié, 15 000 € par an. Donc la formation, ce sont 15 000 € qui sont investis dans la formation de chacun et chacune et qui sont financés, donc comme vous voyez, à quasiment 95%. Et on les remercie par les différents partenaires de l'école qui sont la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, l'État, la ville de Cherbourg, l'agglo de Cherbourg et puis la région Normandie. Donc voilà, c'est à nouveau quelque chose d'important à préciser, je crois. On va vous faire une petite lecture du calendrier du coup
de cette inscription entre votre arrivée sur Parcoursup et le concours. Jean-Luc, tu fais parce qu'on a changé depuis. C'est le 9. Donc, depuis le 15 janvier jusqu'au 13 mars, tu me corriges Julie si je ne donne pas les bonnes dates, est donc ouverte l'inscription administrative sur Parcoursup. Alors là, on vous le rappelle aussi, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, on vous incite vraiment à vous inscrire à plusieurs écoles. Au moins 2, 3, 4, voilà, vous saurez que vous n'aurez pas de regret. Jusqu'au 2 avril, vous pouvez confirmer, la fin de la confirmation des vœux sur Parcoursup tombe le 2 avril. Comme le rappelait Julie, depuis cette année, vous pouvez payer directement sur la plateforme des frais de 50 € lorsque vous validez votre vœu, donc ça va être beaucoup plus simple que les années passées. C'est donc le 9 avril, contrairement au 4 qui est indiqué dans la plaquette, on a un petit peu réajusté la date, c'est le 9 avril que sera mis en ligne les sujets de l'épreuve plastique et de l'épreuve écrite. Je vais revenir là-dessus. Vous déposez sur la plateforme dédiée sur le site de l'école votre rendu d'épreuve écrite le 22 avril. Et le 5, 6 et 7 mai ont lieu les entretiens avec le jury d'enseignants et d'enseignantes pour l'ensemble d'entre celles et ceux parmi vous qui auraient réglé leur inscription Parcoursup. Je vous précise que le concours d'entrée à l'ESAM est entièrement dématérialisé, il a lieu exclusivement en visio. Donc on n'a pas d'organisation de concours d'entrée au sein de l'école. Parce qu'on s'en excuse, si vous avez sans doute le constaté, les concours des écoles se superposent beaucoup. Hein. On a une période, une fenêtre qui est très restreinte du fait de Parcoursup. Donc vous allez voir, certaines écoles d'art ont fait le choix de maintenir un concours en présentiel, d'autres en distanciel. Nous avons fait le choix, suite au Covid, de maintenir ce concours en distanciel qui se passe bien, puisque voilà, les promos qui sont sélectionnés sont des bonnes promos. Et puis, ça vous évite tout simplement de payer les frais de logement, d'hébergement. Vous êtes en train de passer le bac, donc vous avez pas mal de choses à faire. On essaye de vous faciliter au plus la vie dans ce cadre-là. Et donc les résultats sont publiés sur Parcoursup et sur le site internet de l'école le 2 juin. Julie, il me semble que les inscriptions sur la prépa se poursuivent jusqu'à quelle date? Puisqu'effectivement, il se peut que les enseignants-enseignantes vous recommandent éventuellement passer par une classe prépa si jamais vous ne réussissiez pas ce concours d'entrée, parce que éventuellement votre approche est encore un peu fragile, un peu jeune, et qu'elle pense que malgré tout vous avez une disposition, un engagement, une motivation, une curiosité qui semble que vous soyez à votre place en école d'art, mais peut-être pas tout à fait maintenant. Et la prépa de Cherbourg, vous pouvez vous y inscrire jusqu'à après. Jusqu'au 6 juin. Donc voilà, vous avez possibilité de vous inscrire en classe préparatoire sur notre site de Cherbourg jusqu'au 6 juin. Donc ça vous permet de voir si le concours a été positif ou non. Et à nouveau, de toute façon, tout comme nous vous recommandons, si vous êtes très motivé pour entrer dans une école d'art, vous inscrire à plusieurs concours, et bien également de prévoir des plans B en cas d'échec, si jamais le concours ne vous est pas favorable, et donc de vous inscrire dans une ou plusieurs classes préparatoires. C'est le cas à Cherbourg, les inscriptions sont jusqu'au 6 juin. C'est gratuit et ça ne passe pas par Parcoursup, ça passe directement le site internet de l'école. Alors, ce concours, comment se passe-t-il? Donc je vous ai dit que vous aviez une date butoir pour déposer une épreuve écrite, mais qu'on vous aurait envoyé un sujet d'épreuve écrite et d'épreuve plastique. Puisqu'en effet, dans un premier temps, vous déposez sur le site de l'école, vous avez à peu près 3 semaines pour composer votre épreuve écrite. Donc on peut regarder peut-être quelques sujets des années précédentes. L'année dernière, c'était artiste en temps de guerre, artiste en temps de paix. Je ne sais pas si tu as des sujets qui arrivent là, des années passées. Oui, voilà, donc là on a celui de l'année dernière dont tu parles, donc c'est le sujet de l'épreuve de culture générale. Là, voilà, vous avez ce sujet qui était malheureusement d'actualité l'année dernière, qui est toujours cette année. Donc là, vous êtes chez vous, vous organisez comme vous le souhaitez. Alors on ne vous demande pas d'écrire une thèse, hein, c'est 4000 signes, espace compris, et surtout on vous demande de réfléchir par vous-même. Il n'y aurait rien de pire que de faire du plagiat, que de faire du copier-coller, que d'utiliser l'intelligence artificielle de façon pas intelligente. Parce qu'en fait, vous allez vous projeter vers des études de création, vous serez vous-même des créateurs et des créatrices. Ce qu'on vous demande, c'est de penser
par vous-même et autrement. Donc, comme on aura l'occasion de vous le redire lors de la présentation des sujets, on sera beaucoup moins attentif aux fautes d'orthographe, parce qu'à ce moment précis, on ne sait pas si vous souffrez de troubles de lys. Voilà. Par contre, on sera très attentif au fait que ces idées sont les vôtres, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. De toute façon, c'est le cas dans toutes les études de façon générale, mais voilà, tout particulièrement ici, parce que vous êtes amené en tant que créateur, créatrice, la matière première, c'est vous en fait, et c'est vos idées, et c'est votre réflexion. Oui, on forme avant tout des auteurs et des autrices. Donc effectivement, le plagiat est absolument rédhibitoire. On le redit chaque année. L'ensemble des copies passe par un logiciel en fait, qui détecte le plagiat, et tout plagiat détecté au-delà d'un certain pourcentage génère automatiquement une note de 0 sur 20, qui rend assez peu probable vos chances ensuite d'intégrer l'école. Et puis surtout, il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de réponse attendue. Il faut vraiment entendre ces sujets comme un alibi, en fait. C'est comme un déclencheur chez vous d'une réflexion, d'une prise de position personnelle, d'un partage, en fait, de votre positionnement individuel, plastique, et puis de la mise en œuvre de votre esprit critique. Donc surtout, ne vous focalisez pas sur ce sujet de façon trop scolaire, mais essayez de le penser comme une amorce à une réflexion plus large qui vous permet aussi de situer qui vous êtes et puis ce que vous avez envie de développer en tant que futur créateur, créatrice au sein de l'école. Néanmoins, ne vous bloquez pas non plus sur ce sujet, puisque ce n'est pas le coefficient le plus important. Donc voilà. Et essayez de faire quelque chose et l'orthographe n'est pas du tout prise en compte, effectivement, donc pas d'inquiétude là-dessus. Sur le sujet d'épreuves écrites, donc il est déposé sur la plateforme, il arrive chez nous et pour le moment il est stocké. On met de côté, puisque vous avez reçu en même temps que ce sujet d'épreuves écrites un sujet d'épreuves plastiques que vous avez jusqu'à la date donc, de l'entretien pour préparer. Donc ce sujet d'épreuves plastiques, vous voyez, il peut prendre absolument toute forme, puisque l'année dernière c'était ce picto, ce carré noir, avec écrit en dessous entre crochets le mot blanc. Donc je pense que là, vous comprenez bien aussi ce que je veux dire sur le fait que ces sujets ne sont que des alibis pour vous mettre au travail et pour vous permettre de en révéler un peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous vous projetez, comment vous appréhendez comme ça un sujet imposé. Mais la réponse de cette épreuve, elle est totalement libre en termes de format. Ça peut être dessin, peinture, volume, vidéo, son, photo, cinéma d'animation, performance, lecture, absolument tout support que vous pouvez envisager. Il faut juste que vous ayez bien en tête que votre entretien avec le jury aura lieu en visio. Donc je vous parlais tout à l'heure aussi au fur et à mesure du cursus où on vous apprend de plus en plus à concevoir la façon de partager votre travail, d'en garder une archive, etc. Là c'est pareil, au fur et à mesure où vous développez cette production plastique, pensez bien à la façon dont vous allez la présenter au jury. Si vous avez un travail photo, est-ce que vous allez imprimer les photos et les accrocher derrière vous sur le mur pour les montrer au jury, ou est-ce que vous allez par exemple partager votre écran avec le jury. Voilà, donc toutes ces questions, pareil pour une performance, est-ce que vous allez présenter le script de votre performance, est-ce que vous allez jouer votre performance? Non. Le temps est très court sur cet entretien avec le jury, c'est 20 minutes. Les 5 premières minutes, vous présentez ce travail. Donc effectivement, 5 minutes, ça va très très vite. Et les 15 minutes suivantes, c'est un entretien, un jeu de questions-réponses avec le jury. Donc il faut que vous ayez bien anticipé de la façon dont vous allez présenter ça. Je vous rappelle que le jury n'aura pas le temps de télécharger de liens et n'aura pas vraiment le temps non plus de regarder, par exemple, si vous avez un film de 10 minutes, c'est la moitié de votre temps d'échange avec le jury, ça ne fonctionnera pas. Donc pensez bien aussi à ce format-là de votre épreuve plastique. Et peut-être, vous avez par exemple 5 minutes de présentation du travail que vous avez réalisé en réponse à l'épreuve plastique, et puis donc 15 minutes d'échange autour de votre travail personnel. Donc là, on vous demande cette fois-ci de montrer des travaux qui vous sont propres, que vous avez réalisés soit dans le cadre du lycée, mais donc que vous êtes tout particulièrement approprié, soit les jurys apprécient toujours également de voir des carnets de croquis, des étapes de recherche. Ne cherchez pas forcément à montrer votre chef-d'œuvre. Ce que les jurys essayent de voir à travers ces entretiens, ce sont des trajectoires en fait. Vous êtes là aujourd'hui et d'arriver à se projeter vers ce que vous serez l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, c'est de voir les petites graines et après le but des études, c'est de les arroser, mettre du terreau, etc. pour que
ça devienne, moi j'aime bien cette métaphore florale, pardon, voilà, pour que ça vous permette de grandir en tant qu'artiste, en tant que designer, en tant qu'être humain aussi, on l'espère, avec nous. Donc voilà, et cette présentation de travaux personnels, ça peut être un PDF, voilà, avec des images, des gens, etc., pas de problème. Ça peut aussi être tout à fait un compte Instagram, ou pas Instagram, en tout cas, où vous ne mettez pas forcément des photos de fête, mais vous mettez que des dédiés à votre activité artistique. Voilà, c'est vraiment à vous de penser cela. Il n'y a pas un format qui est requis, puisque la façon dont vous choisissez de présenter les choses dit déjà quelque chose de ce que vous faites. Donc c'est ça qui est intéressant. À nouveau, l'important, c'est la limite de temps qui est de 15 minutes. Donc le jury, 2 enseignantes de l'école, auxquels pourront s'ajouter des étudiants et étudiantes qui pourront participer également à ces entretiens en tant qu'observateurs et observatrices. J'ai oublié de vous préciser qu'une ou deux questions seront aussi posées en anglais pour vérifier votre niveau d'anglais à l'occasion de cet entretien. C'est une chose que vous pouvez aussi tout à fait maîtriser de votre côté en choisissant par exemple de commencer la présentation de votre travail ou au milieu de votre présentation, switcher, basculer sur l'anglais pour quelques minutes et puis revenir au français. J'insiste vraiment sur ce que vous rappelez, Julie, sur le rapport à cette notion de travaux pas forcément terminés. Donc n'hésitez pas à montrer vos carnets de recherche, vos carnets de bord, n'hésitez pas à parler de vos doutes aussi, aux endroits où vous en êtes dans votre réflexion. On a bien conscience que vous êtes encore très jeune, que tous ces parcours-là sont vraiment l'ébauche de ce qui ensuite va se développer en école d'art. Donc les jurys ne cherchent pas à découvrir des œuvres terminées. Voilà, on a bien conscience que c'est pas encore à cet endroit-là que ça se passe, mais plutôt à saisir votre curiosité, votre motivation, votre rapport aussi à la créativité au sens plus large, votre intérêt personnel, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une pratique culturelle en fait, d'aller visiter les expos, d'aller lire sur l'art, la question de l'expérimentation, on ne reviendra jamais assez là-dessus, et puis aussi la diversité des regards que vous pouvez porter en tant que lycéen, lycéenne, s'intéressant au métier de la création au sens large. Peut-être dire un mot sur un peu les résultats du concours pour vous donner un ordre d'idée. L'année dernière, alors les chiffres sont pas... On avait 652. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà un peu bien en tête le fonctionnement de Parcoursup, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ces chiffres. On avait 652 vœux qui avaient été confirmés, donc dont les personnes avaient payé en fait l'inscription au concours. Non, je vous dis des bêtises, 652 vœux confirmés et qui avaient payé l'inscription au concours, 384. Donc vous voyez déjà sur les premiers vœux comme ça que vous faites au début de l'ouverture de l'inscription Parcoursup, 652, jusqu'à ceux et celles qui finalement se disent c'est dans cette école-là que je veux passer un vrai concours, on passe de 652 à 384. Ensuite, nous, on vous l'a rappelé, c'est l'entretien en visio qui est en fait déterminant. On fait un premier classement à partir d'une agrégation de vos notes de cette épreuve plastique et de l'épreuve écrite. Donc on classe dans un premier temps les résultats de l'épreuve plastique et sur un certain nombre d'étudiants-étudiantes, on va ensuite corriger les épreuves écrites. Puisque vous imaginez bien que corriger 400 copies, c'est énorme. Là, on en classe à peu près 200. Donc ces 200-là voient leur copie corrigée, qui donne lieu à un classement. Donc, et l'année dernière, 188 candidates ont été classés pour 58 places. Mais vous savez, avec le jeu des désistements, vous avez passé plusieurs concours, vous avez fait plusieurs choix, donc vous avez pu être admis dans 3, 4, 5 écoles et vous allez n'en choisir qu'une. Donc sur ces 188 classés, on a pu remonter, ça va assez vite, hein, dans le classement jusqu'à l'issue des résultats de début juin, à 160 sur la liste. Voilà, ce qui représente à peu près d'une année à l'autre 30%. Voilà, le vrai taux de réussite au concours, ce n'est pas 58 places pour 400 candidats, c'est, si on est descendu jusqu'à 160 sur liste d'attente, sur 400 candidats, donc on est entre 30 et 40% de taux de réussite au concours chaque année. Donc c'est sélectif, mais c'est jouable, donc c'est pour ça qu'on vous incite à tenter ces concours, y compris dès le lycée.
Là, je n'ai pas fait le petit sondage cette année, je l'avais fait l'année précédente. Sur la promo de première année de l'année dernière, 56% des élèves étaient issus d'une classe préparatoire. Vous avez fait une préparation au concours l'année précédente. Et 25% étaient issus du lycée, de classe de terminale. Et puis on avait 20% de personnes qui venaient de parcours divers, qui étaient à l'université, dans d'autres formations, et qui avaient choisi une réorientation. Donc voilà, à nouveau, on vous incite bien entendu chaleureusement à tenter les concours, même si là je fais une petite transition rapide pour la classe préparatoire de Cherbourg. Si jamais le concours ne vous a pas été favorable cette année, voilà, à nouveau, je pense que c'est toujours une expérience à tenter. Et puis certains concours, donc malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas le profil requis pour accéder à une école d'art. Donc sachez qu'il existe des classes préparatoires, dont des classes préparatoires publiques, dont la classe préparatoire située sur le site de Cherbourg de l'école, où voilà, si vous souhaitez à nouveau explorer dans notre site internet, vous avez toute l'année, de début septembre jusqu'au début des concours, c'est-à-dire jusqu'au mois fin mars, début avril, vous allez suivre de façon intensive des cours. Vous allez retrouver sans grande surprise les 3 grands blocs dont on parlait tout à l'heure, acquérir des savoirs, des savoir-faire, développer un point de vue personnel, un travail personnel pour vous préparer aux différents concours. Et la prépa, elle a également un autre intérêt, voilà, c'est que vous préparez aussi très concrètement votre portfolio, vous préparez à l'entretien, mais aussi vous aider à votre orientation. On a vu qu'il y a 45 écoles supérieures d'art et de design, chacune avec des spécificités. Et bien, ça vous permet de mieux les connaître, notamment via, on a aujourd'hui plus d'une centaine d'anciens de la prépa qui sont dans ces écoles que vous pouvez contacter pour mieux connaître et vous dire finalement je vais tenter tel concours parce que c'est celui qui correspond le plus précisément à mon profil, sachant qu'on a un taux de réussite en classe préparatoire qui est de plus de 85%, donc une fois super dans le site. C'est pas qui a fait ce site internet, voilà, pardon, excusez-moi. Donc vous pouvez voir après dans les archives tous les exemples des écoles qui ont été intégrées par nos élèves de prépa. Où là, voilà, procédure d'admission, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet dès à présent, elles sont jusqu'au 6 juin. Et si vous faites partie d'un des 17 partenaires de l'ESA, vous avez même une voie d'accès privilégiée, une voie d'accès directe vers cette prépa. Où là, à nouveau, si vous passez le concours d'entrée, ça ne vous coûte pas grand-chose de tenter également la prépa, puisqu'on va vous demander un dossier artistique, et puis on va vous faire passer un entretien. On va choisir de passer en visio ou en présentiel, sachant que voilà, les attentes seront forcément un petit peu différentes du concours. Là, ce qu'on essaiera vraiment de voir, c'est est-ce que vous êtes très motivé pour entrer dans une école d'art, voilà, est-ce qu'on peut vous accompagner. Généralement, c'est parce qu'en fait, voilà, vous avez votre pratique artistique qui est encore un petit peu tout simplement, et c'est très bien. Et voilà, la prépa va vous amener à la développer et à vous préparer. Je vais juste ajouter 2 petites choses sur ce qui peut stimuler un choix d'école, l'une plus que l'autre. On n'est peut-être pas assez revenu aussi sur ce que propose l'école en termes d'insertion professionnelle par rapport au partenariat qu'on développe. Julie insistait sur la richesse du maillage culturel aussi local. On a énormément de partenaires, que ce soit l'Artothèque, l'IMEC, le FRAC, le Cargo à côté, le CCN, et forcément j'en oublie, ce qui donne lieu à plusieurs programmes. Alors à la fois un programme au niveau des Master 2 qui s'appelle Connaissance de l'exercice professionnel, où tout au long de la dernière année de Master, les étudiantes rencontrent des professionnels du champ de la création, à la fois par le biais de conférences qui ont lieu ici, qui sont partiellement publiques d'ailleurs, et puis par le biais de workshops et de formations au statut d'artiste, auteurice aussi, sur voilà, tout ce qui les attend ensuite dans une pratique d'artiste, une pratique plastique en tant que travailleur et travailleuse de l'art. Et puis un programme qui s'appelle Exam Starter, qui bénéficie aux diplômés de l'école jusqu'à, Julie, c'est toi qui mènes ce programme-ci, 3 à 5 ans après l'école. 3 ans. 3 ans maintenant.
avec, vous avez les livrets là-haut, une douzaine d'opportunités à la sortie de l'école sur des résidences, des accompagnements au développement d'un réseau, des bourses de production, etc. Et puis l'autre chose, je voulais aussi vous inviter, et puis peut-être qu'on s'arrêtera là-dessus, on prendra vos questions s'il y en a depuis tout à l'heure. Vous pouvez regarder sur les pages des donc DNA Art et DNA DG, le deuxième onglet si tu veux bien. Non, au-dessus, pardon, on avait déjà ouvert. Tout là, ouais, voilà. Oui, non, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est sûr. Sur les débouchés, en fait. Et dans la page DNA Art et DNA Graphique, je pense que c'est tout en bas, si tu déroules encore. Non, si, voilà. On vous a listé, parce que je pense que c'est pas mal pour vous aider à vous projeter, les environnements professionnels dans lesquels ensuite les élèves pouvaient se retrouver. Donc vous voyez quelques métiers avec un DNA en art. Bon, évidemment, artistes, auteurs, autrices, créatrices, conceptrices, etc., avec l'ensemble des médiums qu'on peut imaginer. Dans l'audiovisuel aussi, autour de l'exposition, de la diffusion, de l'enseignement, de la recherche. Et puis, vous avez le même bloc au niveau des DG. Ici, donc design, web et communication, designer, designeuse graphique, web designeuse, les métiers de l'édition, là aussi de l'audiovisuel, et puis toutes les questions de l'exposition, de l'enseignement dans la discipline des arts graphiques, voilà, enfin du design graphique, pardon. Une question ou juste un bras qui se secoue, Une question? Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement détaillée. Vous avez beaucoup d'informations. Je vous passe la parole. C'est juste une question à propos de l'épreuve graphique. J'ai vu un carré noir avec écrit blanc en dessous. Je voulais savoir jusqu'à quel point on peut s'éloigner de... Enfin, en quoi ça représente un sujet et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi qui ne suis pas du tout artiste. Alors en fait, vous pouvez absolument tout faire avec à partir du moment où, quand vous le présentez au jury, ça vous permet de vous appuyer sur une présentation de votre propre engagement dans le champ de la création. Donc là, de mémoire sur ces réponses, par exemple, à ce sujet, on a pu avoir aussi bien des étudiantes qui ont fait un travail de peinture et de collage, en fait, qui avaient fait un jeu de noir et blanc, de plein et de vide, de réserve et d'ancrage, et qui avait présenté une série comme ça va pouvoir être des candidates qui auront écrit un texte qui sera lu et performé pendant la présentation au jury. L'idée, c'est vraiment de montrer qui vous êtes, à quel endroit de la création vous vous situez. Ça peut aussi être la volonté de présenter une capacité technique particulière, mais aussi une disposition de votre esprit critique à vous être saisi du sujet pour l'avoir débordé. Un sujet comme ça, je pense que ça vous montre bien à quel point c'est un élément, c'est un déclencheur ensuite d'une réponse qui vous est absolument propre. Et on a eu des réponses et des propositions très 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 variées. Je demandais à Julie de ressortir d'autres sujets d'épreuves plastiques. Vous voyez, on a pu avoir 1, 2, 3, 4, 5. On a pu avoir... imaginez une création qui se situe dans l'espace public. Donc celle-ci, elle a l'air un petit peu plus scolaire, mais en fait, si vous commencez à vous poser la question d'une proposition dans l'espace public, alors ça va pouvoir être la proposition de la forme que vous allez suggérer pour cet espace public, mais ça va être aussi la façon dont vous allez penser le format que vous allez présenter au jury. Est-ce que ça va être des croquis, est-ce que ça va être une maquette, est-ce que ça va être un récit. Voilà, donc c'est vraiment des sujets qu'il faut prendre comme un déclencheur à la pensée et à la mise en forme d'un sujet qui vous est ensuite absolument propre d'investir à votre vie. Et là... On essaie toujours d'avoir des sujets où tous les médiums sont possibles dans la réponse. Et d'avoir toujours des sujets où il ne s'agit pas d'illustrer une demande, en fait. Donc là, par exemple, ce carré noir, ça va être aussi bien le rapport du texte à l'image, une légende par rapport à l'image. Ça peut être pris comme un script vidéo, comme un fond noir entre des images. Ça peut être également une manière de réinterpréter une œuvre d'histoire de l'art, carrément sur fondement de Malevich. Il y a une multitude de directions et justement, on essaye de nous bien fermer pour que tout soit possible. Si un conseil,
la première réponse, ça va toujours être l'illustration par rapport à la proposition, et cette première réponse, ça va sans doute être toujours la moins intéressante. Donc, une fois que vous avez trouvé une manière d'illustrer, écartez-vous de ça et puis cherchez un tout petit peu plus une manière de lire le sujet un peu plus personnel. Et puis amusez-vous en fait. Ça, voilà, c'est aussi l'occasion de vous amuser. Vous avez ressorti aussi quelques épreuves écrites. Donc ChatGPT a apporté la réponse ci-dessous à la requête intelligence artificielle et création. Commentez cette réponse. Vous voyez, ça peut être des sujets extrêmement variés. Il y avait des commentaires de citations aussi. Voilà, vous commenterez la citation suivante de l'écrivain français Raymond Queneau, fondateur de l'Oulipo, en l'élargissant en pratique de l'art. Il n'y a de littérature que volontaire. Oui, je suis désolée, j'ai une question plus artistique, pratico-pratique. J'ai pas suivi pour la prépa à Cherbourg. C'est sur Parcoursup, c'est pas sur Parcoursup. Non, pardon, on est passé rapidement en effet sur la classe préparatoire. Donc la classe préparatoire n'est pas sur Parcoursup, car il ne s'agit pas d'une formation diplômante. Donc ce n'est pas, contrairement, vous le voyez quand on vous a présenté la grille des études, des crédits ECTS pour l'enseignement sup, il y avait ces petits crédits ECTS. Mais ce n'est pas le cas pour la prépa, elle ne délivre pas de crédit ECTS, donc elle n'est pas sur Parcoursup, parce que le seul objet de cette classe préparatoire, c'est de préparer votre orientation pour l'année suivante. Donc c'est pour cette raison qu'elle n'est pas sur Parcoursup et que l'admission se déroule directement sur le site internet de l'école via un formulaire d'inscription où vous notez juste vos coordonnées administratives. Parcoursup d'un côté pour ce que l'équipe Exactement. tu en veux et oui. les Alpes c'est tout à fait. Néanmoins, quelque chose qui est important à savoir pour que la classe préparatoire, même si elle n'est pas diplômante, elle figure sur une liste de classes prépa dans un décret du ministère de la Culture, ce qui vous permet de bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. Si vous êtes boursier, ça c'est extrêmement important de le savoir. Si vous vous inscrivez dans cette classe prépa, vous aurez des bourses. Un éventuel logement étudiant si besoin. Exactement. En fait, c'est ce qui vous. Voilà. Grâce à ce décret, même si vous n'êtes pas dans le cadre d'une formation diplômante, vous pouvez bénéficier de cela. Et j'ajoute, car je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, que les frais d'inscription en classe préparatoire s'élèvent à 660 €, donc c'est un tout petit peu plus cher que l'enseignement supérieur, ce n'est pas une grosse différence. Et l'inscription au concours, elle est de 50 € comme alors justement, pour la classe prépa, il n'y a pas de frais d'inscription. Ah d'accord. Donc c'est 0 €, c'est uniquement vous inscrire sur le formulaire administratif. Merci, je suis désolée pour cette pratique, c'est pas très simple. Et à nouveau, je vous invite, si vous le souhaitez, dans le hall d'entrée de l'école, à aller voir Michael Clémener et les élèves de la classe prépa de Cherbourg qui sont présents et qui pourront répondre de façon détaillée à vos questions. Pour le projet là, qui correspond au sujet, tout ça, ça se regarde pas pendant la visio avec quelqu'un, donc il n'y a pas de durée limitée. Si, ça se présente pendant la visio avec les profs. Ah, ok. Bon. Parce qu'en fait, vous ne la transmettez pas en amont. Vous la présentez au moment de l'entretien en direct. Mais je pense, parce que je crois savoir que tu t'intéresses à la vidéo, je pense à une de nos élèves de l'année dernière qui avait présenté son projet. En effet, c'était de filmer un travail graphique en noir et blanc qu'elle avait réalisé et qu'elle mettait en mouvement. Voilà, sur le noir et blanc. Et elle avait présenté du coup un extrait de son film via le partage d'écran au jury. Je reprécise par rapport à ces sujets-là, vous les recevez en même temps en fait. Le sujet d'épreuve écrite et d'épreuve plastique, vous les recevez le 9 avril. L'épreuve écrite, vous la déposez quelques semaines après sur la plateforme, et l'épreuve plastique, effectivement, vous la présentez lors de l'entretien en visio avec le jury. Donc vous avez eu du 9 avril au 5, 6, 7 mai pour la préparer chez vous, et c'est à ce moment-là que vous la présentez, vous ne découvrez pas le sujet en même temps, vous avez ce temps de préparation en amont. Et je rappelle qu'on ne reçoit, je le précise parce que c'est arrivé l'année dernière, on ne recevra aucun document après les jurys non plus. Donc vous ne pourrez pas par la suite renvoyer un fichier qui n'aurait pas été lu ou quoi. Tout se passe vraiment au moment de l'entretien avec le jury début mai. C'est bon, on a bien répondu à la question. Oui, merci. Oui. Et je vous donne un micro pour que tout le monde en profite. Oui, ça concerne
vont le faire au lycée. Les vacances scolaires, ils reprennent le 22. Donc ils auront, j'imagine, un horaire précis. Parce que là, ça va demander, dans la mesure où en plus le lycée sera fermé pendant 2 semaines, de s'organiser de façon. Oui, tout à fait. Alors, vous avez en fait, on a dû décaler quelques jours suite au problème de paiement avec Parcoursup. Mais le sujet, en fait, bon, je parle de la zone scolaire de Caen. Les sujets seront diffusés le mercredi de la première semaine des vacances. Et les jeunes, les candidats, les candidates auront ensuite jusqu'à début de la première semaine de cours pour déposer. Donc ils peuvent déposer à leur lycée. Et ensuite, la visio se déroule pendant des journées qui sont des journées d'ouverture des lycées. Et on a chaque année des candidats et candidates qui en effet font les visios depuis leur lycée et c'est très bien. Pour vous rassurer aussi peut-être, alors bien sûr il y a quand même toujours des couacs, hein, mais voilà, on a des opérateurs, des opératrices Zoom qui accueillent les candidats et les candidates avant l'entretien, qui s'assurent que techniquement tout marche bien. S'il y a vraiment un gros problème, ils reprogramment. Voilà. Mais je sais, c'est une question tout à fait juste, puisque voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à la connexion Internet et l'équipement informatique. Mais en effet, n'hésitez pas à solliciter vos lycées pour le faire. On voit également des élèves de classe préparatoire qui passent les entretiens depuis leur classe prépa, et ce sera possible puisque le concours aura lieu du lundi, mardi, mercredi, et sur des horaires qui sont des horaires classiques, 8h30, 18h, quelque chose comme ça. Merci. Dernière question. Bon, en tout cas, merci à vous. Là aussi, je ne sais pas si tout est clair pour vous, mais en tout cas, vous avez beaucoup d'informations et toute l'équipe de l'école sommes à votre disposition pour échanger avec vous. Je le redis, je vous invite vraiment partout cette école à échanger avec les étudiants. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Vous pouvez accéder par ici au rez-de-chaussée, couloir des ateliers techniques de l'école, si vous souhaitez y aller directement, sinon vous pouvez vous balader.